Un convoi déclaré à 150 tonnes s'est révélé cacher une cargaison capable de provoquer des dégâts équivalents à 10 bombes majeures. Cette disproportion brutale entre ce qui semblait anodin et ce qui pouvait détruire un pays entier a figé les agents au poste frontalier. Comment une menace d'une telle ampleur a-t-elle pu franchir la frontière alors que Ibrahim Traoré venait tout juste de resserrer l'appareil sécuritaire du Burkina Faso ? Et surtout, qu'est-ce que cette découverte dit vraiment de la souveraineté que le pays tente de reconstruire ? Cette affaire ne se résume pas à la découverte d'un camion piégé. Elle expose le véritable coût de la souveraineté dans un pays où chaque frontière peut devenir une brèche. Pour le Burkina Faso, comprendre comment ce réseau a circulé librement et pourquoi il a prospéré représente un bénéfice décisif. Reprendre le contrôle institutionnel perdu depuis des années. Si cette faille n'est pas comblée, les cargaisons saisies ne seront qu'un prélude, un signe avant-coureur d'une menace bien plus profonde visant à affaiblir la cohésion du pays. Mais si la mécanique interne du réseau est décodée dans son intégralité, alors la nation peut transformer un acte de défense en stratégie durable. À première vue, ce qui semblait être un incident isolé pourrait en réalité dévoiler la pièce maîtresse d'un système entier. La première analyse détaillée du convoi a révélé un élément que les enquêteurs n'avaient pas anticipé. Plus de 150 tonnes de marchandises avaient été conditionnées de manière à masquer un compartiment interne construit spécialement pour le transport de matières dangereuses. Cette architecture clandestine n'était pas improvisée. Elle reproduisait un schéma observé à au moins 20 reprises au cours des 12 derniers mois, signe d'une opération ancrée et systématique. Ce révélation intermédiaire a imposé un changement de perspective immédiat. Ce n'était plus un simple trafic opportuniste, mais l'expression d'une logistique criminelle capable de manipuler la chaîne douanière du Burkina Faso à une échelle industrielle. Et cette découverte répondait déjà à la question ouverte en P1. La vulnérabilité frontalière ne venait pas d'un manque de vigilance ponctuelle, mais d'une habitude structurelle exploitée méthodiquement par des réseaux intérieurs et extérieurs. Pour comprendre comment ce système a pu prospérer, il faut revenir à l'automne 2022, au moment où le pays traversait un tournant politique. À cette époque, l'État burkinabé affrontait simultanément l'insécurité croissante, les déplacements de population et l'érosion des capacités administratives. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré prit la direction du pays, une priorité s'imposa. Remettre de l'ordre dans les postes frontaliers. Les premières mesures visaient à réduire la corruption quotidienne, à renforcer les effectifs et à instaurer un système de vérification plus strict. Mais la saisie du 1er janvier 2023 démontra que, malgré ces efforts, les réseaux criminels disposaient encore d'une avance technique et organisationnelle. L'affaire du convoi devint alors le point de bascule. Un moment où le pays réalisa que la bataille pour la souveraineté ne dépendait pas seulement de l'autorité politique, mais de la capacité à comprendre les mécanismes invisibles qui avaient permis au réseau de se développer. Au cœur de cette affaire, un personnage a servi de fil conducteur pour décoder la mécanique invisible du réseau. Un officier de douane vétéran, formé dans les années où les contrôles étaient encore largement manuels. Sa mémoire des routes secondaires, des variations de trafic saisonnier et des habitudes des transporteurs lui a permis d'identifier un détail que les équipes plus jeunes n'avaient pas remarqué. La présence récurrente d'un même type de scellé industriel utilisé sur plusieurs convois saisis en quelques semaines. Dans un second cas, une patrouille locale, composée de 3 agents récemment formés à la sécurisation des frontières, a signalé un changement subtil dans la manière dont certains chauffeurs présentaient leurs documents. Ces 2 observations isolées, remises bout à bout, ont révélé une logique d'ensemble. Le réseau cherchait non pas à tromper ponctuellement les contrôles, mais à construire une routine suffisamment prévisible pour que les failles deviennent structurelles. C'est dans ce climat que les premières décisions stratégiques ont été prises. En quelques semaines, les points de contrôle ont adopté une approche moins administrative et plus comportementale, intégrant l'observation fine des itinéraires nocturnes et des charges disproportionnées par rapport aux déclarations. Pourtant, malgré ces progrès rapides, un constat s'imposait déjà. La menace dépassait les seuls flux de marchandises. En conclusion, comprendre le réseau exige une lecture au-delà des camions.
Tout commence par un signal faible, un mouvement inhabituel sur la frontière sud, un camion qui roule trop tôt, un chauffeur qui parle trop vite, rien d'exceptionnel, rien de suffisamment solide pour déclencher une alerte, mais les agents sentent un décalage, une tension dans le regard, un silence trop calculé, ils inscrivent le véhicule dans le registre des points à suivre, et la roue des événements commence à tourner. Le lendemain, un second véhicule emprunte la même route, même poids déclaré, même destination, même justificatif de matériaux de construction. Mais un détail frappe. La poussière sur les roues n'a pas la couleur habituelle de la zone. Les agents notent l'information. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Un troisième convoi franchit la frontière 3 jours plus tard. Même modèle de camion, même scellé industriel. Les coïncidences deviennent trop nombreuses pour être ignorées. Alors les équipes se resserrent. Les postes avancés échangent leurs observations, les volumes sont comparés, les horaires sont croisés, les itinéraires sont recalculés, une trame apparaît, une routine, une chorégraphie presque parfaite. Mais dans cette chorégraphie, un pas avait été mal exécuté. Et ce pas manqué devient l'étincelle. Le 1er janvier 2023, le convoi suspect arrive, le chauffeur semble préparé, trop préparé. Les documents sont impeccables, trop impeccables. Les agents, méfiants, décident de décharger le camion. La poussière tombe, le ciment glisse, et sous la couche grise, les fûts apparaissent, scellés, lourds, serrés les uns contre les autres. Les équipes s'interrompent, le silence se fait. Puis l'ordre tombe, inspection totale. Les premières ouvertures révèlent un mélange inattendu. Des explosifs, du cyanure, des produits chimiques en quantité industrielle, des médicaments contrefaits, un arsenal complet. Un arsenal prêt à frapper, un arsenal dissimulé au cœur d'une cargaison banale. L'effet est immédiat. Les agents réalisent qu'ils viennent de briser un système qui fonctionnait dans l'ombre depuis des mois. L'information remonte, le commandement réagit, une cellule spéciale est activée, les transferts de données se multiplient, les analyses d'itinéraires se font en continu. Les liens entre les convois se renforcent, la piste devient claire. Ce réseau n'est pas local, il s'étend, il circule, il infiltre, il exploite chaque faille, et il a compris où le pays était le plus vulnérable. Sous l'effet de la découverte, les forces de sécurité passent à l'offensive. Les patrouilles se multiplient, les contrôles s'alourdissent, les itinéraires alternatifs sont surveillés, les points faibles sont colmatés. En 3 semaines, 3 autres convois suspects sont saisis. Chaque saisie ajoute une pièce au puzzle. Chaque pièce renforce la même image. Une structure organisée, connectée, financée par des acteurs qui dépassent largement la frontière burkinabé. C'est à ce moment-là qu'entre en scène la figure politique centrale. Ibrahim Traoré restructure les équipes, impose de nouvelles procédures, accélère la coordination civile-militaire. Le pays cesse d'attendre passivement l'attaque. Il anticipe, il avance, il contre, mais cette accélération produit un effet inattendu. Le réseau, acculé, se fragilise. Il commet des erreurs. Il se dévoile, et dans cette réaction brutale, une vérité éclate. La lutte ne se déroule pas seulement sur le terrain militaire, elle se joue dans les interstices du système, là où les habitudes deviennent des failles, là où les automatismes deviennent des opportunités, là où le moindre détail peut déclencher une onde de choc. L'enquête quantitative commence par une base claire. La première saisie recensée contenait un ensemble de matières dangereuses évaluées à près de 2 millions de dollars. Ce montant, confirmé lors des analyses logistiques, représente non seulement la valeur marchande des produits interceptés, mais aussi la mesure d'un risque potentiel capable de frapper plusieurs zones vitales du Burkina Faso. Pour mieux comprendre, cette valeur indique l'ampleur réelle du réseau et son niveau de financement. La deuxième donnée clé concerne la répétition du schéma. Les autorités ont identifié plus de 20 passages similaires au cours des 12 derniers mois. Ces trajets clandestins suivraient des itinéraires nocturnes entre 22h et 3h, profitant de la baisse de vigilance et de la rotation limitée des équipes. Pour mieux comprendre, ce nombre signale une opération continue pensée pour exploiter les routines frontalières. Enfin, la dernière mesure, la plus révélatrice, touche à la finalité des cargaisons. Les explosifs saisis permettraient de fabriquer jusqu'à 10 charges de grande envergure capables de détruire des infrastructures stratégiques. Cette estimation découle du volume total des matières actives trouvées, calculées selon des ratios militaires standards appliqués par les unités spécialisées.
Pour mieux comprendre, ce potentiel destructeur montre que l'objectif dépassait largement la simple contrebande. À partir de ces 3 chiffres, une dynamique globale apparaît. La baseline n'est plus un trafic isolé, mais un système qui s'étend sur plusieurs maillons. Financement discret, logistique routière, complicité interne, communication cryptée entre acteurs situés dans et hors du territoire. Pour comprendre cette progression, les analystes ont croisé les données issues des registres douaniers, des transcriptions téléphoniques, des écarts de charge relevés sur les ponts bascules et des profils récurrents de chauffeurs associés aux convois suspects. Un motif est ressorti. La circulation se concentrait autour d'un axe sud-sud-est, marqué par des tronçons secondaires, théoriquement peu attractifs pour le trafic commercial classique. Ce choix d'itinéraire illustre une organisation qui connaît les faiblesses du terrain et tire parti de la moindre limite opérationnelle. Dans les unités de sécurité, cette accumulation de données a provoqué un basculement stratégique. Les contrôles ne se sont plus limités à vérifier les poids déclarés ou les documents fournis, ils ont intégré l'analyse comportementale, la comparaison des cycles horaires et le recoupement systématique entre les postes frontaliers. Ce changement s'est accompagné d'une évolution culturelle. Les douaniers, longtemps cantonnés à un rôle administratif, sont devenus des acteurs de premier plan dans la défense du territoire. Leur travail s'est élargi, passant de l'examen documentaire à l'interprétation dynamique du risque. Ce déplacement de la mission contribue directement à la souveraineté que le Burkina Faso cherche à consolider. Mais le chiffre le plus important reste celui qu'on ne peut pas quantifier, la vitesse d'adaptation du réseau. À mesure que les autorités progressent, la structure criminelle ajuste ses méthodes, modifie ses parcours, renforce ses complicités internes. Dans cette confrontation silencieuse, les données deviennent des armes, et le pays découvre que la maîtrise du territoire passe autant par les chiffres que par les interventions directes. 2 visions s'affrontent lorsque l'on analyse la capacité du Burkina Faso à affronter un réseau criminel aussi structuré. Selon cette thèse, aucun renforcement administratif ou militaire ne peut compenser l'absence d'appui extérieur, surtout face à des groupes armés du Sahel capables de circuler entre les frontières, de modifier leurs itinéraires et d'exploiter les failles internes avec une précision quasi militaire. La deuxième vision, plus ancrée dans la logique défendue par les autorités burkinabées, affirme que la dépendance systématique à des soutiens extérieurs a justement affaibli la résilience institutionnelle du pays. Dans cette perspective, reconstruire la souveraineté repose d'abord sur la mobilisation interne, réorganisation des forces, modernisation des postes frontaliers, intégration des populations rurales et collaboration accrue entre civils et militaires. Ce courant estime que l'autonomie n'est pas seulement possible, mais nécessaire pour éviter que les pressions géopolitiques extérieures ne dictent l'agenda sécuritaire du pays. Pour comprendre ces 2 positions, il faut revenir aux données révélées par l'enquête. Ils utilisaient des scellés identiques, des documents impeccablement falsifiés et des itinéraires latéraux conçus pour contourner les zones les plus surveillées. Cette sophistication semble renforcer les arguments du premier camp. Un tel système surpasse les moyens habituels de l'État. Mais les mesures mises en place après l'affaire montrent l'inverse. Une fois les failles identifiées, les équipes locales ont réussi à saisir plusieurs cargaisons supplémentaires en moins de 3 mois, simplement en changeant les méthodes d'inspection et en renforçant la vigilance périphérique. Cette dynamique soutient la seconde thèse, celle selon laquelle une structure interne réorganisée et motivée peut renverser un rapport de force initialement défavorable. Au fond, le débat ne se résout pas par un choix binaire, il révèle plutôt une question plus profonde. La souveraineté peut-elle être consolidée si une partie des institutions reste vulnérable au réseau criminel ou doit-elle passer par une transformation progressive, construite depuis l'intérieur ? Rien n'était isolé. Cette conclusion, posée presque en silence par les analystes, a marqué le véritable pivot de l'affaire. En recoupant les trajets, les horaires nocturnes et les types de scellés, une réalité inattendue est apparue. Le réseau n'opérait pas seulement contre l'État, il s'appuyait sur des complicités internes soigneusement dissimulées. Ce tournant de l'analyse change le regard, car il ne s'agit plus d'un affrontement frontal entre autorités et trafiquants, mais d'une infiltration lente, patiente, tissée à travers les failles administratives. Le rôle des douaniers s'en trouve réévalué.
Ce mélange de vigilance et de laxisme a créé un terrain instable où les criminels pouvaient tester les limites, ajuster leurs méthodes, puis revenir avec encore plus de précision. C'est à ce stade qu'intervient l'inflexion politique. Ibrahim Traoré comprend que la menace n'est pas seulement extérieure, mais enracinée dans le fonctionnement quotidien de l'appareil étatique. Le pivot stratégique devient alors évident. Renforcer la souveraineté exige de protéger non seulement les frontières physiques, mais aussi les processus internes qui les rendent vulnérables. À partir de ce moment, chaque décision prise visera moins à réagir à un danger visible qu'à assécher l'écosystème qui l'a rendu possible. Les répercussions de l'affaire du convoi se sont étendues comme une onde de choc à travers l'ensemble du Burkina Faso. La découverte des explosifs et du cyanure a imposé une transformation immédiate des mécanismes de contrôle. Les points frontaliers, longtemps considérés comme des lieux routiniers, ont été modernisés dans leur fonctionnement. Contrôle comportemental, vérification en profondeur et rotation renforcée des équipes. Les unités locales ont accru leurs interventions nocturnes, perturbant les itinéraires du réseau. Ces ajustements ont permis, en moins de 3 mois, de saisir plusieurs autres convois suspects, empêchant potentiellement l'entrée d'armes capables de déstabiliser des zones entières. La révélation de complicités internes a forcé une introspection nationale. Des fonctionnaires qui, volontairement ou non, facilitaient le passage des cargaisons ont été identifiés, puis progressivement écartés. Cette purge lente mais structurée a clarifié la cartographie des vulnérabilités administratives, scellés uniformisés, registres harmonisés, supervision hiérarchique plus fréquente. Dans plusieurs régions, la collaboration civilo-militaire a été renforcée pour éviter que des acteurs isolés puissent, par négligence ou corruption, fragiliser l'ensemble du dispositif. Bien que la lutte contre un réseau clandestin ne semble pas, à première vue, liée au quotidien des citoyens, l'impact a été direct. Avec la réduction des cargaisons frauduleuses, le marché local a vu diminuer l'arrivée de médicaments contrefaits et de produits chimiques recyclés, souvent vendus à bas prix. Cette amélioration de la qualité des biens a renforcé la confiance dans les circuits légaux, réduisant les risques sanitaires dans plusieurs communautés rurales. Les initiatives de sécurité ont également créé de nouveaux postes. Contrôleurs auxiliaires, agents de surveillance, assistants de logistique, des emplois modestes mais essentiels dans un contexte de précarité. L'affaire du convoi a repositionné le Burkina Faso dans le paysage sécuritaire du Sahel. En démontrant sa capacité à intercepter une opération militaro-criminelle dépassant largement son territoire, le pays a renvoyé un message clair. Il n'est plus une simple zone de transit. Cette fermeté nouvelle a poussé plusieurs voisins à renforcer leurs propres procédures, créant une dynamique régionale inattendue. Dans ce contexte, l'action d'Ibrahim Traoré devient un marqueur politique. Elle montre qu'un État peut reconstruire son autonomie en s'appuyant sur ses propres ressources, même limitées. Les conséquences combinées de ces 4 niveaux montrent que la lutte contre la contrebande n'a pas seulement stoppé une cargaison dangereuse, elle a révélé un potentiel de refondation institutionnelle, sociale et géopolitique. Ce qui semblait être une simple saisie s'est transformé en point d'inflexion, poussant le pays à repenser ses priorités et à consolider ses fondations. Et surtout, l'affaire a prouvé que la souveraineté n'est pas un état stable. C'est un processus vivant, exigeant, constamment testé par des menaces mouvantes. Les mois qui suivent une affaire d'une telle ampleur ouvrent 3 trajectoires possibles pour le Burkina Faso. Elles ne reposent pas sur des projections idéalisées, mais sur les dynamiques concrètes déjà observées. Réorganisation interne, adaptation du réseau criminel, consolidation institutionnelle progressive. Chaque scénario éclaire une facette différente de la souveraineté que le pays tente de bâtir. Dans la perspective la plus probable, le pays poursuit les réformes engagées, restructuration des équipes, uniformisation des procédures, surveillance nocturne renforcée et rotation élargie des agents aux postes frontaliers. Les convois clandestins deviennent plus rares, non pas parce que le réseau disparaît, mais parce que ses marges d'action se réduisent. Les complicités internes, déjà en partie identifiées, sont progressivement neutralisées grâce à des audits réguliers et à un contrôle hiérarchique plus strict. Dans ce scénario, la souveraineté progresse par paliers, au rythme d'une administration qui se stabilise et apprend de chaque faille révélée. Dans la meilleure dynamique, l'affaire agit comme un catalyseur.
Le Burkina Faso devient un modèle de coordination civilo-militaire, capable de détecter tôt les signaux faibles, de traiter rapidement les anomalies et de renforcer les chaînes de commandement locales. Les populations rurales, impliquées dans la surveillance des routes secondaires, contribuent à resserrer le maillage territorial. Cette coopération organique crée un environnement où les réseaux criminels perdent leur avantage stratégique. Si le réseau, acculé par les récentes saisies, opte pour une stratégie plus agressive, les mois à venir pourraient voir une intensification des attaques contre les zones frontalières ou les infrastructures. L'infiltration interne pourrait se reconstituer, profitant des failles administratives persistantes ou de la pression exercée sur les agents les plus exposés. Ce scénario verrait les groupes armés tenter de reprendre l'initiative en multipliant les diversions, rendant la stabilisation plus difficile et fragilisant les réformes amorcées. À ce stade, il est utile de considérer une posture mentale adaptée. Face à ces trois voies, la clé n'est pas de prédire, mais de se préparer. Considérer chaque amélioration comme provisoire, chaque faille comme une source d'apprentissage et chaque menace comme un test de cohésion collective. La souveraineté, dans cette perspective, n'est pas un objectif fixe, mais une vigilance continue. L'affaire du convoi n'a pas seulement modifié la stratégie nationale, elle a transformé la manière dont différentes couches de la population perçoivent leur rôle dans la protection du pays. Pour beaucoup, ce n'est plus une histoire de frontières lointaines, mais une question de vie quotidienne, de sécurité familiale et de confiance envers les institutions. Dans les zones proches des routes secondaires, les habitants ont longtemps été témoins de passages irréguliers sans comprendre leur portée. La révélation du réseau leur a donné une nouvelle grille de lecture. Chaque camion nocturne peut cacher un risque, chaque itinéraire inhabituel peut annoncer une menace. Cette prise de conscience a renforcé leur implication dans la surveillance locale. Il peut être utile d'envisager ceci, organiser des briefings mensuels entre autorités locales et comités villageois pour partager les signaux faibles repérés sur le terrain. Les douaniers, policiers et agents auxiliaires ont vu leur rôle redéfini. Ils ne sont plus seulement les gardiens d'un registre, mais les premières lignes d'une lutte discrète. Cette valorisation s'accompagne d'un poids psychologique. La peur de manquer un détail, l'angoisse de laisser passer un convoi à risque. Pour soutenir ces équipes, une formation continue axée sur les réflexes comportementaux et la gestion du stress pourrait devenir essentielle. Dans les villes, où les enjeux frontaliers semblent souvent abstraits, l'affaire a créé un sentiment nouveau. La souveraineté n'est pas un concept lointain, mais un chantier auquel chacun peut contribuer. Les programmes de volontariat civique, déjà émergents, pourraient être renforcés en intégrant des modules sur la vigilance citoyenne ou les risques liés aux produits contrefaits circulant en contrebande. Au final, l'impact humain se révèle plus profond qu'attendu. Cette affaire a montré que la sécurité n'est viable que si chaque groupe se sent concerné. Reconstruire la souveraineté ne repose pas sur une seule mesure, mais sur une séquence d'actions coordonnées, pensées, pour durer et mesurables dans le temps. Voici la feuille de route concrète qui découle directement des failles révélées par l'affaire du convoi. L'objectif est de remplacer la logique documentaire par une logique comportementale. Chaque poste doit intégrer des checklists rapides fondées sur les signaux faibles, horaires nocturnes, variations de charge, réponses hésitantes. Indicateur: hausse de 30% des inspections approfondies sur les convois atypiques au bout de 6 mois. Les complicités internes constituent la brèche la plus dangereuse. Il faut un audit hiérarchique ciblé, croisant registres, rotations et anomalies répétées. Indicateur: réduction du nombre de zones rouges administratives sur la carte des postes frontaliers. L'idée est de combiner procédures structurées et intelligence communautaire. Les routes secondaires, souvent ignorées, doivent être patrimonialisées. Chaque village définit ses axes sensibles et les signale régulièrement. Indicateur: augmentation des signalements civils pertinents avant passage des convois. Chaque saisie doit être exploitée à rebours, scellés, fournisseurs, intermédiaires, zone d'origine. Cette lecture renversée permet d'identifier les nœuds du réseau avant qu'ils n'agissent. Indicateur: nombre d'interceptions préventives basées sur ces analyses. Une revue régulière des vulnérabilités appuyée sur des données consolidées stabilise la progression. Indicateur: convergence entre les tendances locales
et les évaluations nationales. Cette feuille de route transforme la réaction en stratégie durable. Le moment où les agents ont soulevé les premiers fûts scellés reste l'image fondatrice de toute cette histoire. Un geste simple, presque ordinaire, mais capable de révéler la profondeur d'un réseau qui traversait les frontières, les institutions et les habitudes. Cette scène renvoie à une autre, plus silencieuse, celle des villages du Sud, observant les routes nocturnes sans savoir qu'ils devenaient parfois les premiers remparts d'une souveraineté menacée. Ce rappel narratif montre que, dans cette tension entre la poussière des postes frontaliers et l'invisible mécanique criminelle qui en profitait, l'action menée sous la direction d'Ibrahim Traoré a donné à ces images un sens nouveau. La souveraineté ne se construit pas dans un discours, mais dans une accumulation de gestes, de choix et de vigilance partagée. Elle se loge dans la manière dont un douanier repère une hésitation, dont un villageois signale un passage inhabituel, dont un officier relie deux anomalies qui semblaient sans lien. C'est à cette addition d'instants minuscules qui devient une force collective. À présent, ce chemin n'appartient plus seulement aux institutions, il appartient aux citoyens qui ont compris que leur rôle dépasse les frontières physiques. La nation progresse dès qu'un regard attentif remplace une routine aveugle. En dernière synthèse, la souveraineté naît toujours de ceux qui choisissent de veiller. L'histoire de ce convoi n'est pas seulement celle d'une saisie réussie, mais celle d'un pays qui redécouvre la portée de ses propres choix. Elle rappelle que la sécurité n'est jamais un acquis. Elle se construit chaque jour dans les gestes sobres des agents, dans l'attention des habitants, dans la capacité à questionner ce qui semble anodin. En partageant cette histoire, chacun peut contribuer à renforcer une vigilance collective qui protège bien plus que des frontières. Les discussions ouvertes entre citoyens, forces locales et autorités peuvent devenir un espace où l'on explore ensemble ce que signifie défendre un territoire, mais aussi préserver une dignité commune. C'est en comprenant les signaux faibles, en posant les bonnes questions et en transmettant l'information que les communautés participent à la souveraineté du pays. Une question demeure. Selon vous, où commence réellement la souveraineté d'un pays ?